Eh bien, bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم. صباح الخير لي أنتم. مساء الخير. صباح كيف كيف. Je suis vraiment content d'être avec vous. Je suis aussi honoré d'avoir reçu votre invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec mes compatriotes et avec des étudiants, des professeurs, des universitaires. Et c'est aussi, t'as toujours un grand plaisir d'écouter, bien que je l'ai raté aujourd'hui, professeur Benchir, et de faire partie de la même conférence qu'avec elle. Donc, je la salue ici, des États-Unis au Japon, et je vous salue tout le monde là où vous êtes. Donc, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, quand Wafir m'a contacté, j'ai réfléchi un peu sur quoi je vais parler. J'étais pas sûr, pour être franc, j'étais pas sûr de ce que je vais parler. Alors j'ai décidé de vous donner un peu mismatch, un peu de tout. Comme ça, on pourra discuter plus tard sur ce que vous voulez. Alors ma présentation, son titre, c'est Être un scientifique dans un monde de plus en plus complexe. J'aurais pu dire aussi dans un monde de plus en plus connecté. Et en fait, je voudrais dire que surtout échanger avec les étudiants et les étudiantes pour parler de ce que c'est qu'être chercheur, pas uniquement aujourd'hui, mais à mon avis, dans le futur. C'est où va la recherche et comment qu'on va faire de la recherche, non seulement aujourd'hui, mais dans le futur. Et vous donner quelques exemples, quelques données, en fait, qui indiquent que ce que je pense là n'est pas juste tiré par les cheveux, mais c'est quelque chose qui a une base et on va en discuter. Donc voilà. Alors, je vais parler de quelques gros plans. Enfin, disons, premièrement, c'est pourquoi que vous êtes scientifique. Je crois que la plupart ici sont des physiciens et des physiciennes, mais physiciens et physiciennes, on est aussi et surtout des scientifiques. Donc, on va dire pourquoi on s'intéresse à la science et j'aimerais bien que tout le monde réfléchisse un peu à la question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes physicien ou physicienne ou chimiste ou biologiste ou peu importe, et qu'est-ce qui vous intéresse dans la science? Et on va parler aussi de quelque chose qui se passe déjà et je pense que il se passe un peu dans tous les domaines, mais dans les sciences aussi et across the sciences, même en dehors des sciences. C'est ce qu'on appelle la convergence des fields, des sujets, que ce soit physique, chimie, économie, etc., etc. Et aussi, il y a une explosion des données, comme vous le savez, donc on va voir ce que ça veut dire pour les sciences aussi, ce rise of data. Et pour illustrer tout ça, on va parler des exemples, on va donner des exemples. Je donnerai des exemples en cours de route, mais je vais parler un peu plus des exemples du travail qui se fait dans mon groupe. Et, pardon. Et à la fin, on terminera pour parler un peu des rêves que les étudiants ont, leurs espoirs et la réalité. Puisque la réalité, elle est ce qu'elle est, et on va en parler aussi un peu. Donc voilà, commençons par pourquoi la science, hein, pourquoi on fait la science, pourquoi les gens sont intéressés par la science, pourquoi aussi les gouvernements de pays, surtout des pays développés, s'intéressent à la science et investissent aussi beaucoup dans la science. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle justement Why Science by Roger Newton, qui a été publié en 2012, il me semble. Et ce livre-là couvre beaucoup de domaines qui expliquent un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, commençons par parler de tout ça en disant que qu'est la science? Alors, la science, c'est d'abord une activité intellectuelle, pratique, et qui est basée sur une étude systématique, rigoureuse des phénomènes qu'on observe dans la nature, et ça se fait par le biais de l'expérimentation aussi. Alors, comme nous le montre, vous le savez, hein, la science elle n'a pas de frontières. Elle est universelle
et elle illumine, comme le dit Pasteur, le monde entier. Quand elle est bien faite, elle est faite pour toute l'humanité. Alors la science aussi, c'est la recherche de la vérité universelle. Donc c'est la recherche de la vérité universelle et on fait cela en suivant ce que vous faites tous les jours, hein, chacun de vous fait tous les jours, la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est une méthode qui a montré sa puissance depuis des années et des années, et elle est basée en fait sur l'expérience, sur l'observation, sur encore d'autres observations, des checking. Donc, on regarde tout ça et après, des fois, parfois, on fait aussi des hypothèses pour expliquer ce que l'on voit et parfois aussi des idées abstractes, hein, on fait de l'abstraction et à partir de là, on essaye d'expliquer certains phénomènes qui se passent dans la nature. Donc, la méthode scientifique, c'est ce que l'on fait tous les jours, c'est notre outil de travail et c'est peut-être un outil qui est très, très, très puissant. Alors, j'ai dit la science, c'est la recherche de la vérité, c'est la recherche de lois universelles. Alors, the seeker of the truth, comme on l'appelait un scientifique auparavant, hein, le premier qui a parlé de seeker of the truth, c'est celui qui recherche la vérité. C'est Ibn Haytham. Ibn Haytham, il a vécu il y a à peu près 1000 ans dans la région qui est aujourd'hui, qui s'appelle Basra. Et je vous invite à lire ce qu'il a écrit dans son livre. Alors, je vais d'abord le lire en anglais et puis on va partir. Donc, The Seeker After Truth is not one who studies the writings of the ancients. Donc, le chercheur de la vérité n'est pas celui qui étudie les écrits des anciens and following his natural disposition et en suivant sa disposition naturelle, mais en confiance tout ce qu'il lit en fait, voilà ce qu'il dit. Mais plutôt, donc the seeker of the truth, donc celui qui recherche la vérité, donc celui qui recherche la vérité universelle dans ce sens-là, c'est celui qui a des doutes dans ce qu'il lit et il pose des questions et à partir de là, what he gathers from them, and he submits to argument and demonstration. Et il essaye à partir de là, à partir d'arguments, de démonstrations, il n'a pas dit observation, mais c'est ce qu'il veut dire ici, il, il recherche la vérité. Donc, sinon, parce que notre prédisposition naturelle, l'être humain, est de nature elle est imperfecte. It's not perfect. C'est pas une perfection. Et par conséquent, il faut toujours poser des questions, il faut toujours essayer de comprendre, il faut toujours rechercher des arguments, la raison, etc. Et c'est pour ça que certains appellent Ibn Haytham le premier scientifique, parce qu'il a posé en fait les jalons de ce qu'est la méthode scientifique. Pour d'autres, évidemment, plus tard, c'est d'autres philosophes comme Bacon, etc., qui ont fait ça. Alors, le fait qu'il ait dit ça, le fait en fait qu'il ait cette attitude pour rechercher la vérité, le fait que c'était un peu son mantra, comment travailler. Il a écrit un livre qui est jusqu'à présent une référence. Et dans ce livre-là, moi, j'ai pris juste un petit bout de ce qu'il a écrit. Il écrit, par exemple, Objects struck with light can become luminous and radiate secondary light. Donc, des objets qui sont touchés par la lumière peuvent être lumineux, devenir lumineux et rayonner de la lumière. Donc déjà, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait quand on fait interagir de la lumière et un objet quelconque. C'est pas n'importe quoi. C'est une c'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses et qui est justement à la base de beaucoup d'optiques qui se fait aujourd'hui, d'optique moderne, etc. Pour ceux que ça intéresse, peuvent rechercher un peu son travail et vous allez être vraiment formidable. Alors, alors là, la méthode scientifique, comme on vient de le dire, c'est un processus. C'est un processus que l'on met en place
pour retrouver une loi ou retrouver, expliquer un phénomène ou quelque chose du genre. Mais c'est la méthode scientifique justement qui nous permet d'avoir de nouvelles connaissances. Alors, ces nouvelles connaissances, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Ibn Haytham, ces nouvelles connaissances nous viennent à partir du moment où on se pose des questions. Alors, pour ceux qui, quand je parle à mes étudiants, je le dis très souvent, un bon scientifique, un scientifique tout court, hein, bon, peu importe, c'est qu'il faut savoir se poser des questions. Alors, quand on pose la science avance parce qu'il y a des questions que l'on se pose, de bonnes questions que l'on se pose. Et quand on pose de bonnes questions, on peut arriver à justement une observation, une expérimentation, un phénomène abstrait ou l'analyse. Alors, une fois qu'on a la bonne question et qu'on fait tout ce travail-là, hein, qu'on le fait bien comme il faut, peut-être qu'on a une découverte. Donc, on a une nouvelle découverte. Ça, quand on a cette nouvelle découverte, en général, pas en général, il faudrait, le monde scientifique voudrait qu'on partage avec tout le monde. Après, il y a tous des critères. Pour publier, j'ai entendu le doyen, je crois, tout à l'heure parler de publication, etc. Donc, il va falloir que cette nouvelle découverte soit publiée, mais avant qu'elle soit publiée, qu'elle soit revue, analysée, etc., etc., par d'autres personnes du domaine et qui sont experts aussi dans le domaine qui peuvent justement dire oui ou non, ou peut-être, ou des questions, etc., d'autres questions. Donc ça, c'est le processus. Et il faut bien comprendre le processus, que cette dissémination, donc cette publication de ce qu'on pense être une découverte en ce moment, c'est une découverte, c'est une proposition de découverte. Une fois qu'elle est disséminée, alors là, elle va devenir, les gens vont lire vos articles, ils vont citer vos articles, et à partir de là, il y aura d'autres découvertes hein, qui vont continuer, pas nécessairement les vôtres, hein, mais d'autres groupes un peu partout dans le monde qui vont s'intéresser à ce travail-là pour continuer. Et peut-être, parfois, ça va donner de nouvelles technologies. Quand on est en science, ça ne donne pas toujours de nouvelles technologies du jour au lendemain, mais ça peut donner naissance à de nouvelles technologies et parfois ces technologies sont transformatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent transformer nos vies. Et je vais donner quelques exemples d'ici dans quelques minutes. Donc voilà. Et une fois qu'elle est disséminée, cette recherche, cette nouvelle découverte, elle fait partie d'un body, d'un ensemble de découvertes que vous voyez ici, que je représente ici. Nous, on a trouvé une petite graine, mais elle fait partie de toutes les graines qui ont été découvertes depuis longtemps, depuis que l'homme et la femme s'intéressent à la recherche ou s'intéressent à la nature. Et c'est pour ça qu'Einstein a dit, If I have seen further than others, it is by standing on the shoulders of others. Donc, en fait quand on fait quelque chose, on se ramène toujours, il faudrait surtout savoir aussi ce qui a été fait auparavant. Ça, je pense que vous le savez, mais je voulais surtout décrire en une slide ici, une page, comment le cheminement pour faire justement une découverte et parfois aussi de nouvelles technologies. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer par la conclusion. Je vais commencer par vous dire qu'en fait, la science is the most powerful resource we have. C'est l'outil le plus puissant que l'être humain a. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été démontré. Puissant dans le sens où c'est l'instrument qui nous aide justement à être à combattre la pauvreté, à combattre les maladies, etc., etc. C'est la science. Et la science, en fait, elle peut justement donner aux gens hein, beaucoup plus de puissance. Hein. Elle peut contribuer aussi à les faire, par exemple, être en meilleure santé ou les faire sortir de la pauvreté carrément. Donc tout ça, par exemple, en ce moment, on est en train de vivre le COVID un peu partout dans le monde, mais c'est à la science qui fait son travail, c'est la science qui va finalement trouver la solution à cette pandémie. Donc, c'est ça. Alors, pour illustrer un peu ce que je viens de dire, je vous montre ici un graphe
qui montre, en fait, depuis 1800 jusqu'aux années 90, la production de céréales ou, et de maïs aux États-Unis. Alors, comme vous voyez, la production de céréales et de maïs, elle était pratiquement flat, elle était pratiquement plate, hein, elle était ce qu'elle était, 250, je ne sais plus ce que c'est comme mesuré, mais peu importe. Les unités, l'essentiel, c'est que vous voyez qu'elle était vraiment, vraiment, qu'elle ne bougeait pas beaucoup, hein, très, 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 très peu. Et à un certain moment, elle est montée pratiquement très, très vite en exponentielle ici. Elle monte à partir à peu près de la même période ici, les années 40-45. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ce qui s'est passé entre 1800 et 2000, donc à peu près de cette année-là, il s'est passé qu'en fait, on a compris qu'il fallait que la science intervienne dans l'agriculture aux États-Unis. Donc, on a beaucoup compris, on a compris qu'il fallait faire des études scientifiques pour que justement augmenter la production par unité de surface et par conséquent, voilà, donc on a vu le résultat. Donc là, ça a permis justement aux gens de combattre la pauvreté qui existait aux États-Unis par le biais de la science. Donc c'est un peu, encore une fois, pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la science aussi, j'aimerais dire aussi que les découvertes, on ne peut pas toujours dire ce que c'est ce que va valoir une découverte. Et parfois, ça dure très longtemps. Alors là, je vous donne l'exemple, par exemple, de Maxwell. Je pense que vous avez tous vu les quatre équations de Maxwell. Donc, les équations de Maxwell, c'est les équations d'électromagnétisme qui décrivent comment qu'une onde se propage et comment une onde électromagnétique se propage, etc., dans l'atmosphère. Et Maxwell a écrit donc quatre équations où il a réuni en fait ces quatre équations d'électromagnétisme. Et à un certain moment, hein, donc, on lui a demandé comment, donc le trésorier anglais lui avait demandé à quoi peuvent servir ces équations-là. Et Maxwell déjà lui a dit, à un certain moment, vous pourriez les taxer. Vous pouvez en voir des taxes, donc ça va faire des revenus. Bon, évidemment, pas tout de suite, mais plus tard, on a vu en fait que ces équations-là sont en fait la base de l'électromagnétisme, la base aussi de electrical engineering et beaucoup de technologies. Donc, sans ces équations-là, ces technologies n'existeraient pas. Donc, mais ça dure longtemps parfois pour passer d'une découverte ou deux découvertes comme celle-là vers des applications tangibles. La même chose peut être dite aussi par Einstein, pour Einstein, le travail d'Einstein, qui a publié en 1917 The Quantum Theory of Radiation, donc qui a publié un article sur la radiation, qui est un article, bon, évidemment, qui est très, 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 très connu maintenant et qui nous a valu, en fait, quelques années plus tard, la découverte du laser. Et le laser, aujourd'hui, il est utilisé un peu partout. Mais ça a duré pratiquement 50 ans avant que les gens ne passent du travail qui a été fait par Einstein vers donc du travail qui a été fait par Einstein à ce que l'on voit un laser en laboratoire et puis évidemment en l'industrie, etc. Donc des fois, ça dure longtemps avant que une découverte ou une invention ne puisse trouver des applications directement chez les gens. Et donc la science, elle peut être aussi transformative, c'est-à-dire que ces découvertes-là, le laser par exemple, ça a transformé l'humanité. S'il n'y avait pas de laser, il n'y aurait pas d'Internet par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé justement à cause de l'invention de ce truc-là. Autre chose, là, je vous montre autre chose, un autre exemple. Je vous montre ici une carte du monde, bon, une carte assez très simple. Mais si vous voyez cette carte, il y a des pays où on peut lire parce qu'ils sont quand même assez grands, l'United States, hein, le Brésil, même l'Algérie, elle est visible, l'Inde, la Russie, voilà. Mais il y a un petit pays là qui s'appelle la Hollande et qui est là, the Netherlands. La Hollande est un pays très très petit qui est ici. Mais si je vous demandais de me dire quels sont les pays, de me citer par exemple les 5 pays qui sont les plus grands producteurs ou exportateurs de produits agricoles. Je vous laisse deviner. Eh bien, la Hollande est le deuxième exportateur de produits agricoles au monde après les États-Unis.
La Hollande, très petit pays, est le deuxième exportateur de produits agricoles après les États-Unis, avec l'équivalent de 82 milliards de dollars par an. Alors que la Hollande, elle est 235 fois plus petite que les États-Unis. Alors, la question qui se pose, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Surtout si vous avez été en Hollande, il y a beaucoup d'eau, les terres des fois sont immergées, sont inondées d'eau, etc. Ben, ceci a été possible parce qu'en fait, les Hollandais, il y a quelques années, ont décidé de créer une université et de refaire une université agricole, une des meilleures au monde, qui s'appelle Wageningen University. Et à partir de là, ils ont investi dans la recherche en agriculture. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec une physicienne qui travaille aujourd'hui en Hollande dans ce domaine-là. Et pourtant, elle a fait de la physique, etc. J'ai aussi un ami à moi qui a fait son travail de graduate work avec moi, qui a fait un peu la même chose, mais ici aux États-Unis, qui passe de la physique à l'agriculture. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, c'est juste un exemple, c'est pour vous dire que la science et la technologie peuvent justement transformer même un pays aussi petit que la Hollande pour devenir un grand exportateur de produits agricoles alors qu'on n'aurait même pas pensé. Maintenant, I'm going to shift gears a little bit. Je vais changer un peu de vitesse, pas de vitesse si on parlait, mais de changer un peu de topic. Alors, une des choses qui, à mon avis, est très importante, surtout pour vous, les jeunes qui entraient dans la recherche et qui commençaient dans la recherche, c'est ce qu'on appelle la convergence. Alors, la convergence, c'est quoi? La convergence, justement, ça a déjà commencé. Alors, c'est la convergence entre les sciences, entre life sciences, donc les sciences de la vie, physical sciences, physique, chimie, etc., l'ingénierie et même d'autres sciences. Hein? Si, par exemple, je vous dis biochemistry, hein, la biochimie, bah, c'est une convergence. Biophysics, c'est une convergence. Medical physics, c'est une convergence. Mais la convergence, elle prend encore de plus en plus de, 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 de d'importance ces jours-ci. Elle va en prendre, à mon avis, de plus en plus d'importance en allant vers l'avant. Donc, je crois que les nouvelles générations de chercheurs, donc vous qui êtes aujourd'hui sur les bancs d'université en tant qu'étudiant ou étudiante, je crois que vous allez voir ça encore plus. Et pourquoi? On va voir pourquoi. Alors, la raison est simple, c'est que le gros problème qu'il faut, que l'humanité elle vit ces problèmes-là, que ce soit des problèmes qui sont apparents, comme la pauvreté, comme la qualité de l'eau, comme le manque d'eau, comme le climate change, le changement du climat, etc. On a besoin pour résoudre ces problèmes-là, non pas d'un domaine, mais de plusieurs domaines. On a besoin de mathématiques, de physique, de sociologues, d'un peu de chimistes, de physiciens de l'atmosphère, etc. On a besoin de toutes ces personnes-là. Et donc, par conséquent, il faudrait apprendre déjà sur les bancs de l'université à travailler ensemble. Et en plus, on se rencontre ici, par exemple, je vais mettre ici tout, que même le cerveau humain, c'est un peu représenté par cette figure-là, le cerveau humain, pour être encore plus productif, disons, ou innovateur, ou créateur, ou ce que vous voulez, il est, je crois, démontré, je le dis avec un croix parce que je crois, je le pense, mais je ne suis pas expert dans ce domaine-là, qu'il faut mieux activer toutes les parties du cerveau. Non pas uniquement les parties qui sont rigoureuses, quantitatives, etc., mais les parties qui sont un peu plus soft, qui sont artistiques, qui demandent un peu. Donc, plus on fait ça, et mieux c'est pour le développement de l'être humain, pour le développement du cerveau. Alors, évidemment, ça a commencé. Déjà, on parle de quantum physics pour aller vers les quantum computers. Biologie, j'en ai parlé. Biologie, alors le bio à marier à quelque chose d'autre, ça existe. Biophysique, biochimie, etc., etc. Maintenant, par exemple, il y a de nouveaux domaines. L'informatique, computer science, avec la psychologie, justement qui donne naissance au domaine de la cyberpsychologie, pour essayer de comprendre
ceux qui font les cyberattaques, etc. La neurophysics c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'on veut comprendre le cerveau. Brain science est quelque chose qui reste un domaine inexploité pratiquement. On ne connaît pas le cerveau humain. Donc, tout ça, ça ne peut, pour comprendre par exemple le cerveau humain, on ne peut pas le faire juste en faisant de la neurologie ou de la biologie ou de l'anatomie, etc. Donc, il faut aussi comprendre comment que les circuits électriques qui sont dans le cerveau fonctionnent. Il faut comprendre, il faut aussi faire des mesures. Il faut comprendre aussi comment que les algorithmes, si vous voulez, que notre cerveau prépare pour nous, hein, fonctionnent. Donc, tout ça, on a besoin de cette convergence des sciences et au-delà des sciences. Hein, je dis bien au-delà des sciences. Donc, moi, je vous demande de réfléchir un peu en étant chercheur, de réfléchir un peu quand vous essayez de résoudre un problème. Bon, évidemment, il faut avoir ce qu'on appelle le depth, d'avoir votre spécialité, bien la maîtriser, mais il faut être ouvert sur le monde et essayer de comprendre aussi les autres aspects qui touchent le problème que vous traitez ou qui vous intéressent. Donc voilà. Alors, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus connecté. Alors, puisqu'on est de plus en plus connecté, le monde devient de plus en plus complexe. Alors, là, j'ai une photo, enfin, un truc que j'ai pris sur Internet où on vous montre qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez être là où vous êtes, peu importe où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes à Boumerdès ou vous êtes au Japon ou ailleurs. Moi, je suis ici à Westwood, aux États-Unis. On est connecté. Donc, là où vous êtes, on peut être connecté et réfléchir ensemble, travailler ensemble. Donc, il n'y a plus de limites comme il y avait quelques années, peut-être 20 ans, il y a 10 ans, limites qui nous séparent comme se nous séparaient il y a quelques années. D'ici quelques années, on aura aussi à interagir avec des robots. Donc, le domaine Human-Robot Interactions, l'interaction entre les humains et les robots va devenir de plus en plus important. Alors, il faudra aussi savoir que tout ça, c'est de nouvelles perspectives qui se présentent pour nous, c'est de nouvelles opportunités qui se présentent pour nous, pas pour moi, mais pour vous, les jeunes, hein, je pense que c'est quelque chose qui sera très, très, très important. Alors, faisant ça, c'est pas être connecté uniquement entre deux personnes, mais c'est être connecté avec d'autres cultures, être connecté avec des personnes peut-être qui n'ont jamais vu un environnement dans lequel vous avez vu, que vous avez vécu, vous avez grandi. Donc, tout ça, c'est très important. Tout ça, ça change en fait comment qu'on va travailler, qu'est-ce que va être le chercheur du futur. Et il faut pas l'oublier. Et tout ça aussi, ça crée de la complexité. Alors, c'est quoi la complexité? Alors, la complexité d'un système, c'est un système, c'est un système qui demande de plus en plus d'informations. Donc, plus un système est complexe, plus il demande de l'information. Là, vous avez ce nœud que je montre ici. S'il n'y avait que deux lacets, par exemple, eh ben, j'aurais besoin que d'informations sur les deux lacets. Mais là, j'en ai plusieurs, donc j'ai besoin d'informations sur le rouge, le jaune, le vert, le bleu, etc. Donc, plus c'est complexe, et plus j'ai besoin d'informations. Et malheureusement ou heureusement, et plus on est connecté, plus la complexité augmente et par conséquent, on a plus besoin d'informations. Alors, autre chose, c'est que la population mondiale augmente. Là, encore une fois, je vous montre une courbe qui montre que depuis, par exemple, les années 1800 ou 1800 à peu près, on était à 1 ou 2 milliards, et ça monte de manière exponentielle. Là, on s'approche du 8 milliards de personnes. Donc, ça veut dire aussi qu'on est de plus en plus nombreux sur cette petite planète qui est fragile, et sur cette petite planète qui est fragile, voilà un peu la distribution, l'augmentation, comment qu'elle est. Il y a une augmentation de la population, comme je l'ai dit, donc à peu près 1 milliard, 1800, 1820, jusqu'à 8 milliards ces jours-ci, donc là où on est. Mais regardez la proportion. La proportion, par exemple, qui augmente le plus, ce sont les Asiatiques. Et puis après, les Africains un peu, et les autres un peu moins. Donc, on aura manifestement besoin d'interagir avec des personnes, nous on est bon africains du Nord-Est, on aura manifestement interagir avec des Asiatiques, avec des Africains, avec
Et c'est ça, en fait, le futur, c'est de savoir travailler avec des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont eu peut-être des systèmes d'éducation différents, qui n'ont pas les mêmes croyances que nous nécessairement, et il va falloir travailler avec, c'est ça, être humain, travailler avec tout le monde si on veut être un scientifique. Sur comment travailler de manière effective, de manière avec respect, etc., avec tout ce qui se passe avec cette population mondiale, peu importe. D'ailleurs, on a un exemple ici. Hein. On a des personnes qui, comme moi, par exemple, qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Asie, d'autres qui sont en Europe, etc., et qui travaillent en tant que scientifiques. Donc voilà, donc ça, c'est très, très important. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand vous allez travailler avec des personnes qui n'ont pas eu peut-être ou qui n'ont pas exactement les mêmes backgrounds que vous, peut-être qu'il y aura des perspectives différentes. Là, je perspective, puisqu'on est, on est des scientifiques ici, c'est quoi une perspective? En perspective, ici, par exemple, si j'utilise des coordonnées cartésiennes, je vois, par exemple, bon, sur ce point X, je peux je peux lui donner des repères enfin, cartésiens. Je peux aussi utiliser des coordonnées polaires. Et voilà, donc R et θ. Donc R et l'angle θ, je peux. Mais ça, c'est des perspectives différentes qui décrivent le même point. Donc, en fait, plus la complexité augmente, plus le nombre de perspectives augmente. Et ça, c'est bien. Les perspectives, c'est bien. C'est pour ça que la diversité, elle est bonne. La diversité, quand elle est bien faite, quand on est bien travaillé, quand on est bien préparé pour ça, c'est justement, ça enrichit un peuple, ça enrichit une population, ça enrichit un pays, ça enrichit même un domaine scientifique. Et ça, on le voit, on le vit. Moi, mon expérience, je le vois aussi que ce soit la diversité, par exemple, homme-femme, la diversité linguistique, la diversité culturelle, la diversité religieuse, peu importe. Il y a, les gens, dans notre subconscient, on a acquis quelque chose. Ici, encore une fois, elle est bien faite, cette diversité, eh ben, elle ajoute vraiment une valeur excellente. Autre chose pour les chercheurs que vous êtes ou que vous serez, surtout pour le futur, il va falloir savoir travailler en équipe. Si vous ne pouvez pas travailler en équipe, vous n'avez aucune chance. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que les autres le font. Regardez ces courbes-là, qui ne sont pas de moi, hein. Ça, c'est des courbes qui ont été publiées dans des journaux scientifiques. En sciences et engineering, donc dans les sciences et l'ingénierat, entre 1900 et 2000, les équipes de recherche, le nombre de personnes d'équipes de recherche moyen était en 1900 autour de 1 à 1,2, un truc comme ça. Aujourd'hui, il est autour de 6. Ne vous inquiétez pas pour la courbe rouge, je n'ai pas le temps d'en parler. Donc aujourd'hui, il est autour de 6. Donc si la moyenne des groupes de recherche aujourd'hui est de 6 et que vous travaillez seul, est-ce que vous pensez que vous avez une chance de réussir par rapport aux autres? Je vous laisse réfléchir sur ça. Donc, si vous êtes Einstein et que vous pouvez travailler seul, eh ben, c'est bien. Mais je pense que même si vous êtes Einstein qui travaille avec les autres, comme Einstein l'a fait d'ailleurs, je pense que vous allez avancer beaucoup plus. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe et ça continue d'augmenter. Donc, si on n'apprend pas déjà sur le banc de l'université à travailler en équipe, eh ben, on ne va pas le faire. C'est la même chose pour les sciences sociales et la même chose pour l'humanité que pour les arts, etc., qui commencent à monter. Alors là, je vais vous présenter quelques, disons, à mon avis, hein, des thèmes qui sont très importants de recherche. Et vous, en tant que physicien ou ingénieur ou peu importe, ou mathématicien qui est à l'écoute et jeune, et je pense que c'est des thèmes qui doivent être justement traités par des chercheurs, surtout en Algérie. Alors, il y a ce qu'on appelle le Dust Belt. Alors, le Dust Belt, c'est justement notre pays. C'est là où il y a du sable. Alors, il y a des articles déjà qui montrent, je vous donne un article, mais il y en a plusieurs qui ont été publiés, qui montrent que les maladies cardiopulmonaires augmentent de 2% dans les pays qui sont loin de Dust Belt.
Alors que dans ceux qui sont dans le Dust Belt, et l'Algérie est au centre du Dust Belt, hein, de la ceinture de la poussière, hein, elle augmente de 15 à 50% par an. Pas par an. Elles augmentent de 50, de 15 à, elles augmentent dû à la poussière de 15 à 50%, pardon. Donc, si vous pensez que pourquoi vous pensez que des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Autriche, des pays comme Malte, des pays comme le Portugal, des pays comme les États-Unis, des pays comme l'Espagne travaillent sur ce problème-là? Pourquoi que nous, on ne travaille pas sur ce problème-là? Et là, on a besoin de tout le monde. On a besoin de mathématiciens, de physiciens, de modélistes, de gens de l'atmosphère, etc. Le sable, il démarre de chez nous. Pas uniquement de chez nous, mais de chez nous, entre autres. Donc moi, je pense que ça, c'est un problème qu'il va falloir à un certain moment, je l'espère, des jeunes parmi vous vont s'intéresser à ce problème et faire. Parce qu'en fait, c'est un problème de santé assez sérieux. Deuxièmement, il y a aussi des données qui sont publiées, ce ne sont pas les miennes, hein, qui sont publiées par des mesures satellites et par mesures aussi sur Terre, qui montrent que la température moyenne au sol du Sahara, elle augmente entre 2 et 4 fois plus rapidement que celle de la moyenne du reste de l'équateur. Ça veut dire que la moyenne des températures au Sahara, et vous voyez ici par des satellites, hein, le Sahara en rouge et le reste du globe en bleu. Alors vous voyez, entre 1980 et 2010, vous voyez les températures au Sahara qui augmentent. Et ça, c'est des températures au sol qui ont été faites à Tamanrasset, à Agadez, et Aménis et Bilma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au Sahara et c'est à nous, justement, et aux autres, en faisant partie de l'humanité, hein, de toute cette humanité, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit nous intéresser parce que ça va avoir, et ça a, ce n'est pas encore une fois moi qui le dis, hein, c'est les spécialistes du domaine, avoir des conséquences sur le climat, etc., autour de nous. Un autre problème aussi qui devient et qui, à mon avis, est très important, c'est l'imprimante, c'est quand on imprime des organes. Alors, pour imprimer des organes, pas loin d'ici, là où j'habite, il y a une compagnie qui fait ça, hein, qui fait de la recherche. Ils ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin de physiciens, de mathématiciens, de biologistes. C'est incroyable. Alors, là aussi, moi, je ne dis pas qu'on va imprimer des organes ou ne pas imprimer des organes, mais je dis qu'il va falloir se décider. La médecine va aller dans ce domaine-là. Et aussi qu'est-ce qu'on fait du point de vue éthique? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Comment on va traiter là? Alors, il y a plusieurs articles sur le contenu éthique du problème, mais d'un pays islamique, il n'y en a qu'un seul. D'ailleurs, il est là, je l'ai mis ici. Il a été publié par l'Université de Malaisie. Qu'est-ce que pense le monde musulman, justement, quand on pourra pas éditer les gènes des êtres humains, ou justement imprimer des organes et voilà, et puis utiliser ces organes-là pour sauver des vies humaines ou quoi que ce soit. Et les autres vont avancer, mais nous, il va falloir qu'on s'intéresse aussi bien du côté scientifique que du côté éthique, et du côté ce que ça veut dire pour notre société, etc. Et encore une fois, je n'ai vu, du moins peut-être que je n'ai pas bien cherché, mais je n'ai trouvé qu'une seule publication d'un pays musulman dans le domaine qui parle justement de ça. Alors maintenant, je vais parler aussi de Rise of Data. The Rise of Data, on le sait. On a parlé de la complexité, on a parlé de la connexion, etc. tout à l'heure, mais tout ça, ça fait qu'il y a de plus en plus de données. Les données existent. Alors, j'ai fait cette courbe-là, et c'est une courbe qui en fait, qui est juste schématique. Alors, les données augmentent comme ça. Vous voyez cette courbe-là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, en bleu là, data, elles augmentent de manière exponentielle. Alors, ces données-là, il va falloir les organiser. Quand on les organise, ça devient de l'information. Ce n'est pas de l'information, c'est des données d'abord. Ça devient de l'information quand on les organise. Alors, l'information, déjà, pour organiser tout ça, il faut beaucoup de travail. Donc, on a beaucoup moins d'informations que de données. Et à partir de l'information, il faut faire de l'analyse.
Et à partir de l'analyse, on peut avoir de nouvelles connaissances, etc. Et il y a encore moins de connaissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tellement de données à justement organiser. Alors là, encore une fois, les gens qui ont un esprit quantitatif, etc., c'est un domaine qui est très, très ouvert et qui restera ouvert. Et, et justement, ce qui est important, c'est que les données doivent être fiables. Ça, on le sait, vous le savez très, très bien. D'ailleurs, il a été dit par le philosophe Aldous Huxley, j'aime bien ce qu'il dit ici, facts do not cease to exist just because they are ignored. On ne peut pas juste dire qu'il n'y a que les données n'existent pas, mais elles existent, elles sont ce qu'elles sont, quoi. C'est très important d'avoir les bonnes données. Alors, quand j'ai parlé de rise de tout ça, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'être humain, hein, nous, êtres humains, on ne peut pas avoir plus de 7 variables indépendantes et réfléchir sur comment qu'elles sont corrélées, etc. Alors que les ordinateurs peuvent, 7, 10, 40, 50, 1000, 2000, 3000 peuvent. C'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'ordinateurs et de plus en plus de personnes qui travaillent dessus. Donc, c'est là où l'intelligence artificielle joue son rôle ici. Alors, il y a plusieurs domaines, j'ai mis ici, plusieurs domaines où les physiciens peuvent justement contribuer. Hein, et c'est presque, je dirais presque tous les domaines voilà. Alors là, je passe pour dire c'est comment faire la science. Là, on a dit ce que c'était que la science, on a dit un peu comment travailler dans le futur de la science, mais j'aime bien ce qu'a dit Martin Luther King pour la fonction de l'éducation, donc l'université dans notre cas là. Il a dit The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. C'est justement de réfléchir de manière critique. L'intelligence plus le caractère, that is the goal of true education. Donc, ce n'est pas juste avoir des données, ce n'est pas juste avoir de l'information, c'est justement comment réfléchir. C'est ça qui est très important. Alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps, OFR, je ne sais plus comme j'ai le temps, donc si, je donnerai un exemple ou 2 exemples. Oui, oui, vous pouvez aller. D'accord. On peut aller jusqu'à 10-15 minutes peut-être. D'accord. Alors là, je vais vous donner 2 exemples de recherches qui se passent dans mon groupe. Alors, le premier exemple, c'est le diagnostic ou le combat contre le cancer. Alors, vous allez vous poser la question, comment un physicien, pourquoi et comment un physicien peut-il essayer de contribuer à ce domaine-là? Ben, moi, je vous dirais, c'est assez simple, hein. Les physiciens ont déjà fait. Les physiciens travaillent sur de nouvelles méthodes pour, par exemple, essayer de détecter maladie, ne serait-ce que par la température, mesure de température, ne serait-ce que par aussi revoir les couleurs de la peau, de la bilirubine qui change la peau d'une personne, etc. Alors, pour moi, en fait, je me suis intéressé à ça il y a une quinzaine d'années parce qu'en fait, j'ai lu que justement, cette maladie-là, elle est très ancienne, elle existait du temps des momies égyptiennes, etc., et qu'elle tue encore beaucoup de personnes dans le monde. Et donc, bon, j'ai approché quelques chercheurs en médecine du cancer, et donc on a bien discuté, on a commencé un travail. Donc, en fait, je vais essayer de vous donner par ce schéma-là globalement de manière à 30,000 views, comme on dit, hein, c'est-à-dire de très très haut, où est-ce qu'on en est. Alors, quand on a ici, dans l'axe des Y, l'intégrité d'un organe, que ce soit le foie, le poumon, le cœur, etc. Et là, dans l'axe des X, le temps, hein, de la naissance jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, disons qu'on est en bonne santé, l'organe, il est pratiquement parfait, tout marche. Et à un certain moment dans notre vie, hein, ça arrive à tout le monde, hein, c'est comme ça, hein, l'organe ne fonctionne plus de manière comme il le faisait auparavant quand tout fonctionnait comme il faut. Mais bon, il y a quelque chose qui s'est passé et l'organe, que ce soit le poumon, le cœur, le cerveau, peu importe, commence à fléchir. Mais il y a toute une région entre les deux. Je ne dis pas que c'est des années, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques semaines, ça peut être aussi quelques années.
Et là, c'est là justement où commence la maladie. Alors là, c'est le domaine de la prévention. C'est le domaine de la prévention. Quand on est en bonne santé, on essaie de faire des choses de manière à ce qu'on reste en bonne santé. Et on peut avoir des signatures génétiques. Celles-ci sont statiques. Ces signatures génétiques sont statiques. Elles sont ce qu'elles sont. On commence à s'intéresser à ce que fait la génétique, ce que veut dire la génétique pour nos santé. Là, ce domaine-là, quand nos organes ne marchent plus bien, c'est le domaine des traitements. On traite la maladie. Et très souvent, on traite les symptômes. Bon, et la maladie, bien sûr. Et là, comment qu'on le fait? On a des signatures cliniques. Il y a quelque chose qui nous fait mal. La température augmente. Le cœur ne bat pas comme il devrait battre, etc., etc. Mais dans ce domaine-là, on voudrait intervenir ici, avant que ce soit trop tard, avant qu'on soit ici. Et dans ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, dans ce domaine-là, il y a des choses qui se passent, mais qu'on ne voit pas, ou qu'on ne détecte pas facilement, ou qu'on ne sent pas. Il n'y a pas de signature clinique. Alors, dans ce domaine-là, justement, le corps envoie des signaux et c'est à nous de les trouver. Donc, mon groupe de recherche, mon groupe, on a commencé à travailler pour essayer de rechercher des signaux dans ce domaine-là. Là, c'est statique, on peut les avoir, mais c'est statique. Mais là, c'est dynamique, ça change. Donc, on va essayer de travailler là-dedans. Donc, nous, on va essayer de regarder des atomes, des ions, des molécules, comme le sodium, le potassium, le calcium, le fer, et voir un peu ce qui se passe. Et on voudrait le faire justement pour que ce que l'on fait, n'importe qui peut y avoir accès. C'est-à-dire, ce n'est pas $1 million ou une chirurgie ou quoi que ce soit. Donc, on essaie de faire ce qu'on appelle minimally invasive, de manière minimalement invasive. Donc, on a commencé le travail avec une équipe de recherche qui, elle, sur des souris, qui, elle, a développé une technologie où ils injectent un virus dans une souris. Ces deux souris sont des they have the same mother and father, comment on appelle ça, des twins, des jumeaux, des jumelles. Ces deux souris sont jumelles, donc elles ont le même bagage génétique, mais on injecte dans l'une des deux un virus ce virus-là va s'assurer, et ils le savent, c'est leur travail, qu'elle va avoir un cancer des ovaires. Donc celle-là, elle va avoir un cancer des ovaires, celle-là, non. Alors, cancer des ovaires, il tue beaucoup de femmes par an. Aux États-Unis, il en tue à peu près 22 à 25 000 par an et il n'est pas détectable facilement. Donc, voilà. Donc, après 152 jours, la deuxième souris meurt à cause de… Nous, ce qu'on s'est dit, donc on va essayer de travailler sur le sang. Je vais vous épargner tout ça. On prépare en fait le sang de la souris, on met dans des échantillons et on travaille dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Après, on recherche donc les atomes et les molécules qui nous intéressent dans le sang. Alors là, on va faire un peu de physique parce qu'on est physicien à la fin. Hein. Alors, quand vous avez deux atomes que vous mettez ensemble, ces deux atomes, vous savez très bien s'ils sont… Alors là, c'est à distance internucléaire, ici, sur l'axe des X, l'axe des X ici. Donc, c'est la distance entre deux atomes. Par exemple, j'ai un atome d'hydrogène, un autre atome d'hydrogène. Si je les ramène ensemble, c'est cette distance-là. Alors, et ici, c'est l'énergie entre les deux. Alors, quand je ramène deux atomes ensemble, ils peuvent créer des molécules, mais ils créent aussi ce qu'on appelle une courbe comme ça. Si je les ramène trop loin, ils se repoussent à un certain moment. Et s'ils sont très loin les uns des autres, ils deviennent des atomes libres. Si je prends deux atomes qui sont très loin les uns des autres, ils sont libres. Mais si je les ramène l'un vers l'autre, bon, ils peuvent former une molécule. Et bon, après tout ça, ça forme un équilibre, une courbe comme ça de ce genre-là. Alors nous, ce qu'on va faire, on va justement prendre ces molécules-là, on va les exciter avec de la lumière, et en l'excitant de la lumière, on va voir un peu comment ils vont se dissocier. Donc, ce qu'on appelle une dissociation de la molécule qui va donc partir et va revenir à son état où elle était, comment elle s'est composée. Donc, on revoit comment la molécule, qu'est-ce qui a composé cette molécule-là, ou la protéine, ou peu importe. Donc, Alors, après, bon, je n'ai pas le temps de faire tout ça, mais en fait, on peut voir ce processus se passer dans le temps. Il se passe à peu près
100 millisecondes. Mais si on vient au début, on peut voir des ions qui sont émis. Si on vient un peu après, c'est des molécules, etc. Donc, il y a une dynamique qui se passe. C'est comme une caméra qu'on regarde là-dedans et on voit un peu ce qui se passe dans tout ça. Il y a beaucoup d'articles sur ça pour ceux que ça intéresse, mais c'est le processus qu'on utilise dans mon labo pour faire ce travail-là. Donc, c'est un peu ça. Là, vous voyez le laser qui vient, hein, qui va justement dans cette chambre ici, elle est là, et qui tire justement sur le sang de ces souris-là. Donc, voilà. Et après, on obtient en fait des courbes qui sont comme ça, qu'on appelle des spectres. Alors, les spectres, c'est comme une empreinte digitale. Hein, voilà des spectres. Il y a du calcium que vous voyez ici. Ça, c'est un calcium ionique. Tiens, ça, c'est du sodium, du fer, etc., etc. Magnésium, etc. Alors, on obtient ça. Et quand on regarde ceux qui sont les cellules, les spectres qui proviennent des cellules, des souris qui sont cancéreuses et celles qui sont en bonne santé, on ne voit pas de différence. Sincèrement, visuellement, on ne voit pas de différence. Alors, on ne voit pas de différence. Par contre, si on utilise l'algèbre linéaire, machine learning, l'intelligence artificielle, etc., et j'ai encore pas le temps de faire tout ça, mais c'est ce qu'on fait. Mais si on utilise tout ça, on commence à faire apprendre à l'algorithme ce qu'est un spectre d'une cellule non cancéreuse, ce qu'est un spectre d'une cellule cancéreuse avec un cancer des ovaires. Donc, on fait ça. Donc, il y a tout un cheminement, il y a beaucoup de training, on fait un modèle, etc., et puis des tests, etc. Et à la fin, une fois qu'on a fait ça, quand on le fait bien, on peut justement avoir des résultats qui dépendent aussi bien de la méthode ici CLDA, Linear Discriminant Analysis, ou Random Forest. Donc, on fait de la physique atomique, de la physique moléculaire et machine learning ensemble de manière à avoir des résultats. Et on a eu des résultats très probants qu'on a publiés depuis des années. Donc, on a fait ce travail-là, aussi bien pour des cancers comme les ovaires, puis après le mélanome, et puis plus récemment, on a fait aussi pour Alzheimer's, qu'on vient de publier aussi, et on est en train de travailler sur une autre maladie. C'est juste pour nous, pour prouver que la méthode marche. Évidemment, il y a beaucoup de détails que je vous montre pas, mais bon, mais l'idée, c'est un peu ça. Là, c'est juste pour avoir l'idée de base. On a développé aussi une autre méthode, mais je vais passer dessus parce que j'ai pas le temps. Alors, l'autre méthode, elle est basée sur l'utilisation de nanoparticules ou de microparticules. Donc, on attache des microparticules ici de titanium à des protéines spécifiques, et ce titanium nous donne, quand il est présent, nous montre la présence d'un biomarqueur cancéreux. Et il nous montre la présence d'un biomarqueur cancéreux, même quand il est très, très faible. Là, bon, pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Les unités sont de 1 jusqu'à 0,01 pour le titanium, alors que, par exemple, les autres technologies, pour venir à ce degré de sensitivité, ce n'est pas évident. Donc, en fait, c'est basé encore sur la physique, sur la nanophysique et la physique des particules, microparticules comme le titanium ou d'autres. On est en train de travailler aujourd'hui sur l'ytterbium et l'eurépium. Et on attache donc ces particules-là à des protéines et après, on va les rechercher pour voir si elles sont attachées, c'est qu'il y a un cancer. Si elles ne sont pas attachées, c'est qu'il n'y a pas de cancer. Donc, c'est un peu l'idée de base. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer un peu parce que j'ai promis à Yawafir de montrer un peu ce qui se passe sur Mars. Donc, on explore Mars, comme vous le savez. Mars est une planète qui est voisine de la nôtre. Là, c'est la Terre, là, c'est Mars, mais elle est plus petite que la Terre. Et donc, on a déjà travaillé sur Curiosité depuis 2012 et Curiosité a déjà eu des résultats. Et l'idée de base de Curiosité, c'était justement de préparer la mission qui vient de partir, mais de voir s'il y avait de l'eau sur Mars et de caractériser la planète Mars. Donc voilà. Alors, une chose, puisque vous êtes physicien, qui est importante de savoir, c'est que c'est pour aller sur Mars à un point bien spécifique, parce qu'il ne faut pas aller n'importe où sur Mars non plus, hein, parce que si vous allez dans un coin sur Mars où il n'y a pas d'eau du tout, où on sait qu'il n'y a pas d'eau, bon, il y a moins de chances de réussite pour une mission scientifique. Donc, tout ça, pour avoir une précision de landing, donc de précision d'atterrissage sur Mars bien précise,
il faut savoir qu'il faut aussi des clocks, des montres atomiques très précises. Et ça, c'est un domaine de physique qui est très développé et qui s'est développé ces dernières années et ce qui a permis en fait l'atterrissage au point bien particulier où voulaient partir les scientifiques de la NASA. Donc ça, c'est de la haute précision, c'est aussi de la précision laser atomique qui a évolué depuis des années de manière radicale et très, très importante. Et si ça vous incite, si quelqu'un qui a des questions, je suis prêt à répondre à ces questions-là. Alors, on a découvert en fait qu'il y avait tous les ingrédients pour qu'il y ait une vie sur Mars. Hein, et ça, c'était la mission d'avant. Et encore une fois, ici, on fait du machine learning parce qu'il faudrait aussi comprendre, pour comprendre quelles sont les roches qui existent sur Mars, il faut étudier plusieurs roches et faire machine learning comme on en a fait tout à l'heure. Alors, je passe aussi sur ces problèmes qu'on a travaillé sur Mars. Je veux juste vous montrer quelques vidéos. Alors, oui, avant de vous montrer les vidéos, je voulais dire aussi que la physique aide ici parce qu'on peut développer des simulations sur Terre qui peuvent nous aider à voir ce qui se passe sur Mars. Donc, on a aussi publié un ou deux articles sur ça où on voit qu'à partir de la physique des plasmas, on peut justement comprendre qu'est-ce qu'on peut voir ou ne pas voir sur tel ou tel tir d'un laser ou un truc comme ça. Alors là, je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, sur la mission Curiosité qui est sur Mars, à la fin de la mission, on a une idée de ce qu'était Mars. Alors, plutôt que de parler, je vais vous montrer la vidéo. Si je peux la faire, hop, je ne peux pas la faire fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Peut-être le partage. Pardon? Peut-être que vous pouvez le faire fonctionner de manière externe au partage, puis partager. Oui, oui. Je vois comme ça, elle va. Voilà. Ah, voilà. Alors, c'est une vidéo qui dure 2 minutes à peu près. Donc, ça, c'est ce qu'est Mars après à l'avoir étudié. Il n'y a pas le son. Est-ce qu'il y a le son? Oui, ça commence. Voilà, donc vous voyez que la planète Mars, et il y avait des rivières là-bas. Donc maintenant, avec la nouvelle, donc voilà, la nouvelle mission Persévérance hein, qu'on vient de lancer, eh ben, celle-là, c'est la recherche de la vie, encore une fois. Donc, curiosité, c'était
il y avait ces caractéristiques, caractériser justement Mars, rechercher de l'eau, voir si elle avait un passé habitable. Et là, c'est un peu la même chose, mais rechercher aussi les signes de vie ancienne sur Mars. Donc, alors, pour faire tout ça, il a fallu lancer, donc, comme vous le savez, un, un robot, un nouveau robot, donc sur Mars. Donc, il est là-bas sur place. Et ce robot, il a aussi la particularité de justement aussi de laisser des petites capsules comme ça, où dans ces capsules-là, on va mettre à l'intérieur des choses qui peuvent apparaître comme étant très intéressantes, mais qu'on ne peut pas justement étudier sur Mars. Alors, il va falloir ramener sur Terre plus tard. Ça, ce sera en 2030 ou 2031. Les nouveaux chercheurs pourront faire ce travail-là. Alors, pour finir, ou presque finir justement, je vais vous montrer aussi quelles sont les technologies qui peuvent sortir de ces trucs-là, parce que de ces études-là, par exemple sur Mars. Alors, quand on fait des études comme ça, il y a toujours des technologies qui sortent. Alors, je vais vous montrer, par exemple, un collègue à moi qui travaille avec nous sur cette mission-là, qui a décidé de créer une petite start-up. Et voilà, je vais vous montrer un peu sa start-up, qu'est-ce qu'elle fait, avec évidemment son accord. Il m'a dit, oui, je peux vous montrer. Donc, vous allez voir ce qu'il fait sur Terre, ça, c'est pas sur Mars, sur Terre, mais justement en prenant ce qu'on a appris à faire sur Mars pour le faire sur Terre. Et il s'appelle Pablo, donc ça, c'est le travail de Pablo. Donc, donc, en fait, la technologie qu'on a développée, alors fait lui avec Impossible Sensing, c'est justement d'essayer de créer les mêmes technologies, mais pour analyser la surface de la Terre. Donc, il est en ce moment, je crois qu'il travaille au Pérou pour essayer de rechercher aussi bien des minerais que du pétrole, que ceci. Donc, ça remplace un peu les géologues. Plutôt que d'aller comme les géologues un par un, c'est des drones qui s'en vont, qui font des tirs laser et qui ont donc des données et qui sont envoyées quelque part, qui font ces études-là très, très rapidement. Et après, si il y a quelque chose d'intéressant, on envoie quelque chose pour se déposer dans cette région intéressante pour rechercher de l'or ou un minerai quelconque. Donc voilà. Alors pour terminer, donc c'est la partie soft de mon talk, donc c'est très, très rapide. J'aimerais juste vous dire que s'il y a des choses à apprendre ici, enfin à apprendre surtout, c'est que pour être, à mon avis, je ne parle pas de tout de suite quand on est étudiant, mais je parle plutôt quand on devient chercheur plus tard. Vous, les chercheurs qui êtes aujourd'hui dans les universités, comment vous allez travailler plus tard? Je pense que pour être créateur, innovateur, etc., il va falloir apprendre à travailler justement avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans le même domaine que le vôtre ou c'est très important. Mais il va falloir travailler comme ça avec des connaissances, avec des personnes qui ont des connaissances, hein, pas n'importe qui non plus. Hein. Donc, il faut des connaissances assez fortes, hein, established knowledge, pour travailler. Il faut aussi que quand on commence à collaborer avec quelqu'un, ce n'est pas facile, surtout quand il n'est pas du même domaine. Donc, il faut de la persistance, il y a des perspectives différentes. Et cette perspective est très, très importante. Il faut aussi comprendre que la science is not a zero-sum game. Il n'y a pas quelqu'un qui perd, quelqu'un qui gagne. C'est tout le monde qui gagne. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et je vais aussi vous dire que j'aime bien ces citations-là. Your education is a dress rehearsal for a life that is yours to lead. Ce que vous faites à l'université, c'était presque un entraînement pour justement commencer votre vie de chercheur, etc.
C'est à vous de tracer votre vie. L'université, elle est là, elle vous aide, elle fait tout ce qu'elle peut pour justement faire que vous soyez un grand chercheur ou ce que vous voulez devenir. Et Franklin Roosevelt a dit aussi, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Okay? Donc, ça, c'est des trucs qui sont très importants. Alors, ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc, à mon avis, vous pouvez être la personne que vous voulez être. Vous pouvez être, vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez le faire. Mais il faut du travail. Il faut travailler dur. Si on ne travaille pas dur, on n'arrivera pas. Il faut être passionné par quelque chose et travailler dur. Il faut aussi, oui, il faut aussi comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous devez avoir un esprit critique. Là, pour finir, je l'ai mis en français, j'ai traduit pour vous, Jonas Salk, qui est un inventeur du vaccin de la polio, il me semble. Il dit que l'espoir réside dans les rêves, dans l'imagination et dans le courage de ceux qui osent transformer les rêves en réalité. Je vous remercie. Merci, merci, cher professeur, pour cette allocution, pour cette intervention très pertinente. Je pense que nos étudiants apprécient, ont beaucoup appris. L'accent a été mis pour le travail en groupe. L'accent a été mis pour la persévérance, pour ne pas fléchir, pour aboutir à ses fins, pour ne pas dire c'est loin, pour travailler avec la différence de culture, la différence de langue, la différence de religion et tout ça. Et donc, c'est très important, le relief qu'a soulevé professeur Michi. Donc, merci, comme ça, c'est moi qui vous remercie. Hein. Je suis vraiment, encore une fois, honoré et content et je suis toujours honoré d'échanger avec les étudiants et les étudiantes en Algérie. Ça me fait plaisir et ailleurs d'ailleurs, pas justement en Algérie, hein, mais en particulier en Algérie parce que c'est la maison. Donc, merci beaucoup, comme ça, et bon courage et beaucoup de bonne réussite à tout le monde. merci. Merci.